Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes bienvenus dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes le 21 septembre, jour d'équinoxe. Alors cette année, l'automne, c'est demain, c'est le 22. Allez savoir, des fois c'est le 20, des fois c'est le 21, des fois c'est le 22. On a une journée d'été en plus, dont on va essayer de profiter. Je remercie évidemment Arnaud à la technique pour cette réalisation. Bonjour Arnaud. Patrice qui pourra prendre vos courriels électroniques ou vos messages si vous l'appelez. L'appelez pas trop longtemps parce que vous savez ça sonne plusieurs fois et puis après il se fait homme orchestre ou avec plusieurs combinés pour essayer de répondre à tout le monde. C'est jamais simple. Donc voilà, comme je le dis toujours, des questions brèves. Et la réponse sera brève. Voilà. Ou des commentaires. Et sinon, il n'y aura pas de réponse du tout. Oui. L'Arastam, dont vous avez reconnu la douce voix qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Voilà. Nous n'aurons pas Raphaël Beslu, directeur de la publication. Une fois par semaine, il peut dormir le matin. Géopolitique profonde. Lui, oui. Oui. Moi, non. Mais lui, oui. Ouais, oui. Mais c'est comme ça, c'est le rôle du patron, ça, d'assumer plus. J'aurai le dimanche matin en tout cas. Après-midi, on va enregistrer pour Radio Courtoisie. Donc je donne les rendez-vous mercredi prochain, un libre journal de la résistance française exclusivement consacré. C'est le temps des hommages un peu. Actuellement, il y a eu hier, c'était Jean-Bernard Cahour-Daspry, son hommage, qui lundi à 14h pour ceux qui l'auraient manqué. Vous pourrez le réécouter. C'est une émission sur Déodat Sévrac. Et mercredi, donc 3 heures d'émission sur Annick de Souzenel. Non plus cette fois-ci un enregistrement, comme il y a 4 semaines, mais cette fois-ci, on va échanger à la fois avec Suzanne Renarda, qui était un peu sa secrétaire particulière, même son chauffeur, disait-elle, Suzanne d'Annick de Souzenel, qui lui avait acheté un jour une casquette de chauffeur. C'était une mystique, mais aussi une grande dame, une grande bourgeoise, finalement, Annick de Souzenel. Et puis on aura Bertrand Vergely, le philosophe, que j'aime tant, qui nous fera aussi un témoignage pendant 1h30 sur Annick. Ça, c'est pour mercredi. Mais aujourd'hui, donc, c'est le libre journal de géopolitique profonde. C'est la journée la fin de semaine, il ne faut pas dire week-end, quelle horreur sur Radio Courtoisie, du patrimoine. C'est ça, Lara ? Exactement. Et je croyais qu'il n'y avait pas de culture française. Et alors, mais il y a un patrimoine, paraît-il. Ouais. Donc, voilà, c'est comme ça. Celui qui fait le loto là, du patrimoine. Oui, Stéphane Bern. Bern, oui, il était avec Macron à inaugurer la journée. Ce matin, j'étais obligé de subir là, dans mon hôtel, vous savez, les chaînes d'infos en continu, et je voyais Bern qui essayait par tous les moyens de se rapprocher de notre perruquier national pour montrer qu'il était là. Vous savez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Bon. Rien. Très bien. Vous voulez qu'on commence, c'est ça, la revue de presse ? Vous êtes impatiente, je trouve. Exactement. Bon, très bien. Alors, on y va. Allez. Et ça y est, nous sommes dans notre revue de presse de la fin des temps et celle-ci s'appelle Escalade générale. Et pourquoi escalade générale, tiens ? Parce que, à mon avis, ça chauffe de partout. Ça commence à être très tendu partout. Alors, on va en parler rapidement et on va annoncer déjà peut-être l'invité du grand angle. Exactement, qui ici bénéficiera d'une liberté de parole malgré sa présence assez, soutenue dans les chaînes d'information. Je trouve qu'il n'a pas le temps de s'exprimer ni de dire ce qu'il pense. Et ici, il aura l'occasion de le faire, Régis Le Sommier. Voilà, exactement. Régis Le Sommier, donc le fondateur d'Omerta, le grand reporter, ancien rédacteur en chef adjoint de Paris Match. Oui. Donc en effet, ça chauffe de partout. On parlera surtout, parce que c'est l'actualité du Proche-Orient, d'un épisode digne de Black Mirror. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Lara, mais alors il y a des bips qui sautent. Après les bips, c'était les talkie-walkie. Alors on ne sait toujours pas s'ils ont utilisé... Il y a des ordinateurs aussi qui ont sauté. Ah bon ? Oui. Donc, alors, est-ce que c'était piégé ? Est-ce qu'ils ont utilisé la 5G ? On dit, oh là là, la 5G, est-ce qu'ils ont pu... Comment ont-ils fait ? On ne sait pas. On le saura peut-être jamais. Pour faire sauter en même temps, comme l'a dit Macron. Le jour où on le sait, tout le monde pourra l'utiliser, ces techniques. Donc, ce sera la fin des nouvelles technologies, en quelque sorte. Vous pourrez mettre la main sur la 5G, vous ? Non, je crois pas. Non, je parle... Nous, on ne peut pas, mais les gouvernements... ne le font-ils pas déjà ? C'est ce qu'on nous explique.
Ah bah, Il y a déjà cette 5G qui permettrait de commander à distance même les êtres humains, vous vous rendez compte? Amis complotistes, bonjour. oui, amis complotistes, mais quand même, quand on regarde Black Mirror, justement, c'est Oui, mais une Black série. Mirror, c'est une série Netflix, c'est pas la réalité. Bah oui, mais enfin, sauf que là, c'est la réalité qui rejoint l'improbable. Voilà. C'est à ça que j'ai pensé. Les abeilles qui attaquent, les abeilles, comment dire, numériques, enfin, Non, elles sont pas technologiques, numériques, elles sont, voilà. technologiques qui attaquent les hommes. Bah là, c'est pas loin de ce qui s'est passé quand même. En tout cas, Frappé à tout hasard, sans distinction de personnes. Enfin, il y a des enfants qui je sont crois qu'il y avait une frappés. distinction de personnes. Vous pouvez pas dire une chose pareille. Enfin, c'était quand même les personnes du Hezbollah en particulier qui étaient Ah non, visées. ah non. Bah, bon, je peux comment vous ça, dire, non je vais vous apporter un témoignage qui montre que, en fait, c'est tous les beepers qui ont explosé, sans Tous les distinction. Quoi? Tous les beepers ont explosé. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'hôpital américain de Beyrouth a retiré à ses employés ses beepers. Comment vous avez eu cette information? Par quelqu'un qui habite le Liban, et c'est confirmé par les médias qu'on n'écoute plus ici. Donc non, ça a été à quelques jours, à 2-3 jours des explosions. Les beepers ont été retirés aux médecins de l'hôpital américain. Les médecins étaient mécontents parce que c'était leur moyen de communication de Beyrouth. Oui. Oui. Et ben eux, ils n'ont pas été touchés. Est-ce qu'il y a un hôpital libanais où il y a des beepers, ces médecins sont des membres des Hezbollah? Ça m'étonnerait quand même. Ça indique toujours pas la manière dont ils ont fait leur coup. Mais en tout cas, Non, mais certains étaient au courant. voilà, donc épisode de Black Mirror. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui nous concerne d'ailleurs plus directement à l'est de l'Europe. Hésitation, valse hésitation, on en parlera peut-être aussi avec Régis Le Sommier, entre les faucons tels que Jack Sullivan, qui prenait le contrôle à un moment donné de la Maison Blanche. On se demande, parce que c'est la grande inquiétude, c'est qu'on est dans une vacuité du pouvoir aux États-Unis qui est totale, non seulement parce que le président est sénile, et depuis belle lurette, et que donc ça se bat à tous les niveaux, parce qu'on ne sait pas en plus qui sera président en janvier prochain 2025 aux États-Unis, qui dirigera la Maison Blanche. On n'en sait rien. Il y a une élection qui est extrêmement disputée. Même si a priori le bon sens voudrait que Donald Trump puisse retourner à la Maison Blanche, sait-on jamais jusqu'à quel degré de tricherie les démocrates sont capables. Bah ça on va le découvrir en novembre, hein, c'est le première semaine de novembre, même si on a commencé à voter ou on va commencer à voter très rapidement aux États-Unis, hein, puisque ça ne se joue pas en une journée, hein, ces élections. Donc entre ceux qui veulent autoriser des scalps, des Storm Shadow en les débridant, on se croirait parler quand j'étais jeune de mobilette, là ils débrident des missiles, c'est évidemment beaucoup moins ludique, et au lieu de passer, le font passer de 200 à 600 km de distance, ça devient des missiles balistiques, mais comme l'a dit Poutine, il faudra à ce moment-là tout un environnement technologique, dont des satellites pour guider ces missiles à distance, à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui voudrait dire évidemment que l'OTAN s'engage directement dans la guerre sur des frappes en profondeur. Poutine a dit, dans ce cas-là, bah écoutez, ce sera la guerre, et c'est non plus la guerre entre un proxy de l'OTAN et la Russie, mais entre la Russie et l'OTAN directement, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Donc oui, il y a des risques d'escalade au Proche-Orient, il y a un risque d'escalade majeur à l'est de l'Europe. On verra peut-être en 2025 si l'actualité ne nous réserve même pas des surprises en mer de Chine, par exemple. Mais Nicolas, il y a une question qui demeure. Vous dites bien qu'il est sénile, et c'est pas d'aujourd'hui. Qui dirige les États-Unis? On n'en sait rien. Jusqu'au mois de novembre, ils sont plusieurs. Entre les mains de qui se trouve le bouton rouge? L'État profond est divisé aujourd'hui, hein, indéniablement, entre plutôt le secrétariat d'État, avec Blinken, une partie de l'administration, je parlais de Jack Sullivan par exemple, qui eux sont, et alors certainement aussi les services de renseignement, dont la CIA, qui eux poussent à la guerre, parce qu'ils ont un agenda qu'ils cherchent à faire respecter, et d'autres, dont paraît-il le Pentagone, qui eux sont beaucoup plus... Debout sur le frein. Oui, d'un engagement plus important de l'OTAN, hein, indéniablement. Donc ils font extrêmement... Ils sont beaucoup plus attentifs à ce que pourrait être la réaction des Russes. Le directeur de la CIA a dit « Mais non, vous inquiétez surtout pas, on craignait au début de la guerre le bluff nucléaire de Poutine, mais tout ça c'est de la blague. » Et Blinken?
Même Lincoln, c'est le secrétariat d'État. Ah donc oui, c'est lui, ça, il est clairement va-t-en-guerre, et c'est pas nouveau. En fait, il engage en disant c'est du bluff de côté Poutine, mais oubliant complètement le fait que Poutine n'a jamais bluffé, justement. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Disons que en tout cas, leur position russe, c'est ce qui est le plus surprenant. L'Empire du bien, normalement, nous explique que tout est fait pour la démocratie, que tout est fait pour les droits humains, pour l'état de droit, et que donc il faut faire la guerre pour la paix. Et donc on bombarde à coups de B-52, à coups de bombes, les régimes illibéraux, autoritaires, génocidaires de tout poil. Donc c'est souvent très clair le narratif. Là, étrangement, autant la Russie a des objectifs clairs dont ils n'ont pas dévié depuis le début de cette opération spéciale en février 2022, rappelez-le, dénazification, démilitarisation et neutralisation, l'Ukraine neutre par rapport à l'OTAN. Ouais, la non-intégration en effet dans l'OTAN. Par contre, il ne s'oppose pas à l'entrée éventuellement dans l'Union européenne de l'Ukraine. Non, mais ça tant qu'il n'y a pas d'armée européenne, et puis c'est pas demain la veille, on n'a absolument rien à craindre de ce côté-là. Donc les objectifs sont très clairs. Il souhaite à l'Europe l'entrée de l'Ukraine, donc ce sera peut-être l'Europe qui en souffrira. Donc. Oui, je vois ce que... Oui, évidemment, mais on a déjà absorbé toute l'Europe de l'Est, dont l'Allemagne de l'Est. C'est vrai, l'Europe pourra payer les centaines de milliards de la reconstruction de l'Ukraine. Merci Vladimir, un cadeau qui n'est pas empoisonné. Et puis toute l'industrie, toute l'agriculture européenne qui va pâtir du coût vraiment pas très cher. Et puis rembourser aussi BlackRock, rembourser tous les investisseurs qui ont déjà pris une option sur ce qui reste de l'Ukraine. Donc voilà, donc il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter et de risquer une escalade, et on pourrait le savoir parce que justement le vide du pouvoir fait qu'il n'y a pas vraiment de maître aujourd'hui. Il y a toujours un empire mondial, il y a cet empire du bien, mais qui est taraudé, tiraillé. En Europe, c'est pareil. On comprend qu'il y a un conflit entre Macron et Scholz, parce que Scholz, qui est un homme de bon sens malgré tout, et malgré tous ses défauts, et bien contrairement à Macron, qui lui est un va-t-en-guerre, un bout de feu absolument inimaginable, soutenu en cela d'ailleurs par son état-major, on croit rêver. Lui veut aller à la guerre, ça se ressent. Il est prêt à tout. C'est le quoi qu'il en coûte. Macronien dans tout domaine. Tous les sacrifices sont bons à faire. Donc il y a au sein même des Européens, ils ne sont pas d'accord entre eux sur les objectifs de guerre. Faut-il négocier ou faut-il et puis comment négocier, accepter les conditions des Russes, ou au contraire juste un simple cessez-le-feu à la nord-coréenne, enfin à la Corée quoi. Il y a plusieurs options. En tout cas, jamais l'Occident n'a été aussi divisé sur cette question. Justement, je voulais revenir sur le national, Nicolas. Oui. Il s'est passé des choses cette semaine. Il me semble qu'il y a quand même des choses à commenter, à analyser. Des rebondissements. Des rebondissements et des situations vraiment très, très, très étranges au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous conter ce matin sur cette semaine folle au niveau national ? Alors, je rappelle encore quelques dates essentielles parce qu'on croit rêver. Donc je disais que nous étions sur l'équinoxe d'automne. Demain, c'est l'automne. Nous serons le 22, nous sommes aujourd'hui le 21 septembre. Le 9 juin, ça fait un moment, c'est-à-dire il est passé plus d'une saison. On était au printemps le 9 juin. Demain, on sera en automne. C'est-à-dire que pendant tout l'été, si vous comptez bien, et pourquoi je vous parlais de l'équinoxe et des solstices à l'origine, non pas par quelque volonté kabbalistique, juste pour vous dire que pendant toute une saison, ce fut la parenthèse enchantée, on y reviendra peut-être, pendant plus de 3 mois, on n'a pas eu il n'y a plus de direction politique, puisque la date de la dissolution où on arrête tout, on arrête les compteurs, c'est le soir de l'élection européenne, 9 juin. Date du second tour des législatives, 7 juillet. 30 juin, le premier tour. Il est allé vite en besogne. On se dit, ah là là, s'il va si vite en besogne, le pépère, c'est qu'il il faut tout de suite avoir un gouvernement. Pensez-vous,
Mais non, pas le moins du monde. Depuis le 7 juillet, et alors d'abord on a eu la valse hésitation, non, il n'est pas démissionnaire, c'est oui, bon, on va attendre un peu avant de le faire démissionner, donc on a traîné en longueur, on a parlé des JO, après les JO on s'est dit tiens, il y a, la parenthèse il y a un entre-deux avant les Paralympiques, hein, avant de nous en remettre une couche de cérémonie LGBT woke, etc. Donc à ce moment-là, il a fait démissionner Attal et son gouvernement, mais après, donc on a dit oui, gouvernement démissionnaire, mais ça ne les empêche pas d'aller voter en tant que député pour élire au perchoir Yael Braun-Pivet, mais après le lendemain tirer ses lauriers quand même du fait que ça a été tellement bien organisé ces JO. Tiens, ça a été tellement bien organisé. Et qu'est-ce qu'il disait Macron? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait on ne veut pas que la vie reprenne ses droits. Non, on ne veut pas que la vie reprenne ses droits. 5 policiers agressés à la Courneuve, Emmanuel Macron, je voyais ce matin. Courneuve, c'était un des hauts lieux du village olympique. C'était un site olympique. Seine-Saint-Denis, tout ça, Oui. la Saint-Denis. Je pense que les 5 policiers, les familles des 5 policiers, Monsieur le Président, je pense que pour eux, la vie, le quotidien de la Courneuve a largement repris ses droits. Et d'ailleurs, la vie n'a jamais abandonné ses droits. Hein. Ça, c'est uniquement dans les fantasmes de la parenthèse enchantée. Donc, puisqu'on est sur une revue de presse quand même toutes les semaines... et de la fin des temps, oui. Oui, et de la fin. Alors ça, de la fin des temps, on peut le constater tous les jours. Mais par semaine, hebdomadaire, donc... Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? C'est extraordinaire. En une semaine, on a eu le résumé à peu près du ridicule depuis le 9 juin. C'est-à-dire, début de semaine, rien ne va plus. Notre Premier ministre est presque démissionnaire. C'est un peu Monsieur Pignon qui arrive au dîner et qui dit non, finalement, ce sera sans moi, vu les convives. Il a été à 2 doigts, on a failli, il était à 2 doigts de partir. Il y a encore 2 jours. Il donne une liste. L'autre lui dit non. Et fait dire à ses médias larbins, le président ne s'occupe de rien. Au contraire, il s'intéresse au patrimoine français. Lui qui a toujours dit qu'il n'y a pas de culture française, mais on le voit tous les jours. Prendre la hauteur. Il va au contact des Français. Ouais. C'est extraordinaire. Et donc, non, c'est laissez travailler Michel Barnier. C'est ce qu'il a dit hier. Laissez travailler Michel Barnier. Le pauvre. On ne peut pas mieux soutenir, comme la corde le pendu, son Premier ministre que le fait Emmanuel Macron. C'est absolument extraordinaire. Donc, le brave homme, en tout cas, qui a quand même l'ambition, et d'ailleurs, c'est son orgueil et sa vanité qui fait qu'il n'a pas tiré les conséquences, voyant qu'il ne pouvait absolument pas gouverner. Vous rendez-vous compte, on parle aujourd'hui, il y a des rumeurs depuis plusieurs jours sur la constitution de ce gouvernement. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est les médias qui annoncent maintenant et les futurs ministres. Et qui testent l'opinion, en fait. Alors, mais c'est incroyable parce que ça permet de faire des révélations réalisatrice parce que en fait ils annoncent et regardent la réaction de l'opinion, le Twitter, qu'est-ce qui se passe sur X, tel a dit ça, etc. On verra. Normalement, ça doit être aujourd'hui ou demain. Donc on avait le ministre en bras de chemise, entre autres Gérald Darmanin, qui dit je veux plus être ministre, j'en ai assez. Maintenant je suis député, je suis proche de mes électeurs. Il fait tomber la cravate, le gars. Ouais. Et puis finalement il se dit mais non, je me verrais bien au Quai d'Orsay finalement. Oui. Mais ils sont incroyables. Et alors toute honte tout est permis. Mais tout est permis, ça on le savait. Mais c'est surtout qu'ils n'ont même plus la décence de le cacher. C'est ça qui me fascine le plus. La classe politique, d'ailleurs, je pense que des auditeurs diront mais il nous fatigue, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Nicolas, oui, depuis ça a toujours été comme Royal, ça. Pourquoi pas moi? Le pourquoi pas moi? C'est devenu une devise. C'est devenu la règle de tous. Et plus seulement de la bravitude de Madame Ségolène Royal. Mais ce que je veux dire, c'est que cet aspect d'apocalypse durant l'été, où justement, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement, puisque contrairement à ce que disaient les constitutionnalistes de plateau, la Constitution était outrageusement violée, Monsieur Morel, ce poupon là qui est. Alors vous savez, on avait il devient bad boy. On avait les généraux de plateau, les médecins de plateau, on a les constitutionnalistes, on a les spécialistes du renseignement de plateau. Si j'en ai vu un ce matin, ils le sortent tous les jours. C'est une espèce
espèce de chauve-souris. Il a plein de bouquins. Il est dans sa cave avec ses bouquins derrière. Sa femme doit lui dire, vu les bêtises que tu racontes, s'il te plaît, tu vas faire ça ailleurs. Le gars, par exemple, lorsqu'il y avait eu ces espèces de sabotage SNCF, des lignes TGV, il dit ça. C'est Poutine. Oui, tout le monde disait c'est les gauchistes, c'est évident. Ah non, croyez pas ça, c'est Poutine. Et le gars, il connaît tout, mais c'est l'horreur. Mais même après cela, il continue à être expert. Mais oui, mais il n'a jamais même été autant. Vous imaginez bien, puisqu'il dit ce qu'on veut qu'il dise. Ouais. C'est ça, être un bon expert, c'est rien d'autre. Hein. Donc, j'en étais où, là, justement on était sur Barnier. Oui, on en était sur Darmanin. Finalement, les rumeurs n'en étaient pas, mais étaient bien la réalité, c'est-à-dire que notre Bruno Le Maire national, notre Nono Le Maire... Est à Lausanne. Il est bien allé Mediapart enseigner. Travaille toujours. Donc, il touchera à peu près l'équivalent de son salaire de ministre. Oui. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas énorme, ceci dit, il faut bien le reconnaître, vu le pouvoir d'achat des Suisses et surtout le niveau de vie. Mais vous avez vu aussi l'histoire avec Darmanin, c'est-à-dire que le nom a été balancé. Il y a eu la réaction de Bardella, ils sont revenus dessus, mais c'est ça en fait, c'est comme la pêche... le frère Bertrand, bah oui, pareil. La mère Le Pen a dit non tout de suite. Oui. En fait, c'est à travers les médias... on essaie de tester, on teste les noms. Y compris les partis politiques, les réactions des partis. Mais laissez, s'il vous plaît, Madame Stam, laissez Monsieur Barnier travailler. Oui, vous aussi, Monsieur Stocker. Voilà, laissez-le travailler. Il faut le laisser travailler. Le commissaire, voilà. Donc, dont on rappelle d'ailleurs qu'il avait prêté serment, il l'a reconnu, avant d'être Premier ministre, de ne plus défendre les intérêts de la France, mais de défendre les intérêts européens. Voilà. Ça a été retrouvé, c'est passé sur les réseaux sociaux. Et il l'a bien précisé. A-t-il été dégagé? Et est-ce que vous avez été dégagé de votre serment, Monsieur le Premier ministre? C'est étonnant. Je pense que si j'avais eu la possibilité en tant que journaliste de pouvoir interroger le Premier ministre, c'est la première question que j'aurais posée. Je lui dis, alors maintenant, vous n'êtes plus commissaire, vous êtes Premier ministre de la France, Monsieur le Premier. Qui prêtez-vous? Voilà, vous défendez les intérêts de qui? Toujours de l'Union. Est-ce qu'on peut, comme ça, à géométrie variable, je trouve que déjà, l'Union européenne, quelle école du reniement, on apprend tout là-dessus. Comment peut-on être français, hongrois, polonais, italien, anglais, anglais, ça n'est plus le cas maintenant, ils ont quitté l'Union européenne, ou allemand, et du jour au lendemain, ne plus défendre les intérêts de son pays. Madame van der Leyen, est-ce qu'elle défend... L'ancien ministre était ministre de la Défense, je crois, à un moment donné. De la Santé ? Moi, j'en sais rien. Enfin, elle était ministre, en tout cas. Ou peut-être ministre de plusieurs. Vous savez, rien n'empêche. Aujourd'hui, on a une liste... on a des gens très contestés en Allemagne. Qui arrivent, qui sont proposés au gouvernement. Ils n'ont jamais... exercés dans le domaine dans lequel on les attend. Par exemple, ministre de l'Éducation nationale, ils ont sorti quelqu'un là de leur... j'ose même pas prononcer son nom parce que ça change toutes les 24 heures. Mais c'est fait pour, Nicolas. Justement, il faut prononcer le nom pour avoir les réactions, pour voir si ça passe ou ça casse. Ouais, c'est incroyable. Écoutez, ça va passer de toute façon. Pourquoi ça passerait pas? Puisque tout passe. Tout lasse, tout passe. Le modem, Jean-Noël Barrot, tiens, il sera promu aux affaires européennes, des affaires européennes aux affaires étrangères. C'est le domaine réservé. Il paraît que c'est sur le domaine réservé, son éminence Emmanuel Macron avait retoqué les propositions de son Premier ministre. Jean-Noël Barrot, lui au moins, il annonce la couleur. C'est le digne fils de son père, d'ailleurs, le centriste Barrot. Et c'est un Young Global Leader. C'est même écrit sur toutes ses fiches. Il n'y a absolument aucun souci avec lui. Rachida Dati, tiens, on la voyait. À un moment donné, ils l'ont même imaginé à l'éducation nationale. Non, à la culture, elle y était, s'il vous plaît. Elle y était. Vous n'avez pas remarqué qu'elle y était, Rachida Dati, à la culture, déjà? C'est passé un petit peu inaperçu. Moi, non, je n'ai pas trouvé. Chez Hidalgo, d'ailleurs, c'est pas passé si inaperçu que ça. On l'imaginait à l'éducation nationale, à un moment donné. Il semblerait qu'elle va rester là où elle est. C'est pas trop. Catherine Vautrin, ministre du Travail. Alors quand même, l'équilibre général, ça c'est amusant. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous savez, on était dans le en même temps. C'est-à-dire qu'on n'était ni dans une coalition, ni dans une cohabitation, on était dans une coalitation. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. On a inventé des néologismes pour le en même temps macronien. Donc dans ce en même temps, quand même... on est en effet finalement entre remaniement ou nouveau gouvernement, ce n'est bien qu'un petit remaniement, puisque l'équilibre des forces, c'est-à-dire le parti du président qui a été, on sait avec quelle force rejeté, d'abord aux européennes avec Valérie Hayet, un score absolument misérable, 7 électeurs sur 100 à peu près ont voté pour elle.
7 électeurs, 7 inscrits sur 100, 14%. Donc divisé par 2, puisque vous aviez à peu près 50% de participation. Donc le principal parti qui a été rejeté, donc 38 ministres, 16 ministres de plein exercice. Alors, il va falloir m'expliquer d'ailleurs ce que c'est qu'un ministre de plein exercice. 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, un Horizon, un UDI, un divers droite et un divers gauche. Voilà, l'équilibre, il est là. C'est-à-dire que sur les principaux ministres, vous en avez, plus d'un sur 2 si on compte le Modem et Horizon, vous en avez 10 déjà sur les 16 qui sont des macroniens pur jus. Alors après, il faudra me demander, on va demander tiens à Benjamin Morel, encore donc notre formidable constitutionnaliste de plateau, maître de conférence à Paris à SAS 2. J'aimerais qu'on m'explique, est-ce que c'est dans la Constitution un ministre de plein exercice? Qu'est-ce que c'est un ministre? Est-ce qu'il y a des ministres qui ne sont pas de plein exercice? Alors je savais qu'il y avait... c'est pas la distinction entre ministre et secrétaire d'État? J'en sais rien. Il y avait des... Oui, alors les ministres d'État, ministres délégués, ministres délégués, sous-secrétaires d'État. Vous aviez des sous-secrétaires d'État sous la 4e République, moi, et la 3e République, pardon. Vous devriez, à mon avis, on devrait à nouveau avoir des sous-secrétaires d'État. Tiens, De Gaulle était sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement Reynaud. Ah, d'accord. Par exemple, juste avant de Monsieur Morel, on a besoin de votre expertise. Oui, on a besoin de votre expertise parce que j'aimerais savoir ce que c'est qu'un ministre de plein exercice. Ouais. Alors, donc, qui encore? Alors, il y a des cas qui font... Alors, on ne sait pas d'ailleurs, hein, puisque finalement, le gouvernement ne sera pas annoncé. Peut-être aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais il y a justement des ministres qui posent problème à la Macronie, 2 en particulier, l'un que vous appréciez spécialement, ministre de l'Intérieur, allez, le Vendéen, prononcez-le. Non, je ne veux pas. Retailleux, le Vendéen Retailleux. Non mais, chers auditeurs, Nicolas cherche à me piéger parce que j'ai parfois du mal avec certains mots français. Alors, et ça le fait rire. Le fameux Retailleau, oui. Il serait ministre de l'Intérieur. Donc là, le test est lancé, il est raciste, etc. On verra, c'est peut-être pas... Non, c'est Pétain qui est raciste, selon Deloju. Oui, mais comment il s'est dit Non, si, quelqu'un a dit c'est un raciste. Et tout ça, certainement, oui. Je me demande si c'est pas le jeune député et les filles, là. En tout cas, le test, est-ce qu'il a permis de garder ou rejeter la candidature? On verra bien. Donc il serait pressenti comme ministre on rappelle quand même le pédigré de l'ancien président du conseil départemental général de Vendée, un très proche de Philippe de Villiers, puisqu'il était même jeune cavalier quand il fut repéré par Philippe de Villiers au Puy du Fou. Il en est même devenu un des dirigeants. Il a été son plus proche. C'était presque un fils adoptif, Retailleau, de Philippe de Villiers. On sait aussi comment il l'a trahi lorsque Philippe de Villiers a été confronté à des problèmes personnels qui avaient fait la une des médias. Et Dieu sait comme ça avait dû être douloureux à l'époque. Donc évidemment, il avait eu son fidèle second qui en avait profité, un petit peu comme Darmanin avec Christian Van Est, pour le trahir résolument. Et donc, c'est lui aujourd'hui qui occuperait ce poste. Tanguy n'a pas tort lorsqu'il dit de toute façon la parole de gens comme Bruno Retailleau n'a aucune valeur. Et là, je suis d'accord avec Tanguy. La parole de Bruno Retailleau n'a aucune valeur. Et donc, j'aimerais bien, monsieur Tanguy, que le Rassemblement national prenne ses responsabilités et qu'après le discours de politique générale, qui ne saurait tarder, 1er octobre, très rapidement en tous les cas, eh bien, il vote comme un seul homme avec LFI, avec l'ensemble de la gauche, la censure de ce gouvernement. Sinon, ça voudra dire que le Rassemblement national soutient un ancien commissaire européen comme Premier ministre et un gouvernement qui est exactement, à peu de choses près, les gouvernements macroniens, et ce depuis 2017. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Parmi les personnalités aussi qu'on retrouvera peut-être, la sénatrice Laurence Garnier. Elle fait aussi beaucoup parler d'elle, puisqu'elle est pressentie à la famille. Ah. Non mais à quoi ça sert d'avoir eu les cérémonies, Thomas Joly, la parenthèse, Daphné Burki? Non oui. Mais alors, on est quand même on est au 21e siècle. Bah oui. Non, Florence Garnier, femme mariée avec 4 enfants. Ah non, catholique. Mariée un homme? Non. Ah oui, marié un homme, oui, pardon, oui, marié un homme. Non, mais parce qu'on a failli avoir une première ministre qui mariait une femme. Non, mais Lara, on est au 21e siècle. Ouais. Comment est-ce possible? C'est une régression anthropologique. Bah oui.
La dernière ministre, je crois, avait fait son coming out, tout naturellement d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, j'ai rien à en dire, moi, de ça. Justement, la famille, elle avait un rôle pour préserver en fait toutes les familles, sauf la famille traditionnelle. Elle a voté contre la loi Taubira, Laurence Garnier. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme votre retailleux, là, votre retaillot. Tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre Madame Taubira et sa loi? Donc, ils ont... par contre, bon, ceci dit, elle n'a pas fait que de mal, Laurence Garnier. Elle a quand même... elle a voté contre le pass sanitaire. Mais elle a voté quand même pour l'obligation vaccinale des soignants. Hein. Est-ce qu'elle a voté pour la loi sur l'avortement dans la Constitution? Non, mais je vous dis, de toute façon, comment peut-elle être ministre de la Famille? Comment pourrait-elle être ministre? Pour moi, c'est absolument impossible. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Qui encore? On a tout un tas, beaucoup de ministres en tout cas. Mais Nicolas, nous devons avancer un petit peu. L'histoire de la destitution de Macron. Que pensez-vous de cette initiative? C'est quand même inédit. La commission des lois doit examiner. Alors, comme l'a expliqué donc notre constitutionnaliste de plateau, Benjamin Morel n'a aucune chance de passer. Mais ça, à chaque fois, d'ailleurs, vous avez ça dans le narratif de tout article sur la destitution. Vous savez, c'est un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes. On disait, la manifestation s'essouffle. Oui. On commençait par ça. Oui, le mouvement s'essouffle. Vous savez, pour un journaliste, c'est facile. Vous avez la trame générale. Oui. Et donc là, il faut toujours, de toute façon, cette procédure d'édition qui n'a absolument aucune chance d'aboutir. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, ouf, on est content, on peut dire autre chose. Alors, article 68, en tout cas, ça a passé le bureau. Est-ce que ça passera à l'ordre du jour de la commission? C'est déjà moins sûr. Est-ce que la conférence des présidents Assemblée nationale et Sénat le mettra à l'ordre du jour? C'est pas si sûr non plus. Donc rien ne dit que ça sera évoqué devant l'Assemblée nationale, ce qui serait en effet une humiliation pour le chef de l'État, puisque c'est quand même une procédure qui n'a jamais, même et surtout après sa révision constitutionnelle, n'a jamais été mise en application. Ce serait une première, en tous les cas. Nicolas, est-ce qu'on peut revenir vraiment en quelques instants sur l'affaire de Mazan, les viols de Mazan? Que pensez-vous de cet incroyable calendrier? D'ailleurs, vous avez l'abbé Pierre aussi. Oui, l'abbé Pierre. Comment la Fondation Abbé Pierre qui va s'appeler autrement que du nom de son fondateur. C'est toujours extraordinaire. L'affaire Pellico, c'est des affaires judiciaires. Moi, ce genre de choses-là, en général, je ne me mouille pas et j'évite d'en parler. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est cette espèce de narratif actuel. Ils en ont fait le procès du patriarcat. Je trouve quand même que c'est un peu abusif. Et je vois ça, je veux dire qu'il y a l'abbé Pierre, il y a l'affaire de Mazan qui arrive après cette parenthèse enchantée estivale. Je dirais qu'on nous soumet quand même à une certaine idéologie. Et c'est toujours assez diffus, mais quand même, moi, ça me met profondément mal à l'aise, cette histoire, entendre des hommes dire finalement, nous sommes tous des violeurs en puissance. Ça me choque. Ça me choque profondément. On n'est pas tous des violeurs en puissance. Ceux qui ont fait ça sont sortis de l'ordre de l'humanité, tout simplement. En aucun cas, tous les hommes sont des violeurs en puissance. C'est insupportable d'entendre ça. Je vous vois compulser nerveusement avec les réactions de nos auditeurs. Je vais aller très vite. Une auditrice précise aux États-Unis, le vote par correspondance a déjà commencé. Ça, c'est pour votre bonne information. Oui. Alors, il y a un auditeur qui dit « Tout d'abord, grand merci pour la qualité de vos émissions. Continuez, c'est vraiment excellent. Ma question, Nicolas Stocker évoque les gonfles de LR. Lui, serait-il possible de préciser ce concept de gonfle ?» Non, mais c'est un copain qui était le fondateur d'ailleurs du groupe ELF, pour tout vous dire, qui employait ce terme à tort et à travers. Disons que, regardez... C'est quelqu'un qui gonfle, mais qui un ancien président du conseil départemental des Yvelines, que j'ai bien connu, disait de M. Raffarin, c'est une outre pleine de vent. Voilà. Et on sait que Michel Barnier, c'est un peu celui... ils ont fait Subdeco Paris en même temps. Raffarin, on connaît les fameuses raffarinades. Donc, c'est dans le mot gonfle, je pense que mon ami, qui était le fondateur du groupe ELF, dont j'honore la mémoire aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, c'est un ami très cher, il voulait dire par là que c'est du vent.
Tout simplement, voilà. Montgolfière, quoi. Voilà. Et un vent de plus en plus fétide, je dirais même actuellement. D'autres réactions de nos auditeurs? Regardez, on parle de... Merci serment, de mettre le doigt sur l'affaire du serment de notre Premier ministre en Europe. Et évidemment, a-t-il été relevé du dit serment? Et puis j'ai pas la suite. Là aussi, question de tutelle européenne, donc pareil. Tout ce théâtre politique n'a-t-il pas comme but de retarder la présentation du budget qui sera contesté par une opposition à la botte du pouvoir et ce qui entraînera une tutelle de la Commission européenne? Quelle est votre opinion? En tout cas, Coquerel et Courson ont été rejetés. Ils sont allés à Matignon, on ne leur a pas donné les documents qu'ils réclamaient, à Bercy non plus. Et il paraît que depuis, les services du Premier ministre ont dit leur avoir envoyé à la Commission des Finances les lettres plafond. Bon, de toute façon, c'est les lettres plafond qui ont été préparées par l'équipe précédente. D'accord. Voilà, ça, de toute façon, il y a 2 crash tests pour Michel Barnier, et puis après, on va passer en effet à notre invité du Grand Angle et aux questions internationales. Le premier, c'est après le discours de politique générale. Est-ce qu'il y aura d'ailleurs le nouveau Front Populaire l'a annoncé, une motion de censure qui sera déposée. Alors on voit que par exemple sur la loi sur les retraites, Sandrine Rousseau par exemple, mais d'autres ont fait le choix inverse, ne voteront pas la proposition de loi d'abrogation du Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national aura-t-il de ces préventions? Ne voudront-ils pas voter parce que c'est une motion de censure du nouveau Front Populaire? J'en doute, parce que eux en tout cas ont montré dans l'ancienne législature qu'ils allaient dans le sens de leurs convictions avant de savoir avec qui ils votaient. Donc normalement, on peut imaginer que ce soit sur le... en tout cas, pour le discours de politique générale, c'est une chose, mais très vite vers le budget. Et sur le budget, il n'y a pas de majorité. De toute façon, il n'y a pas de majorité. Donc, il va être obligé de faire adopter son budget par l'article 49.3. Il n'aura pas le choix. Et donc là, évidemment, qui dit 49.3, donc adoption sans vote, il y a la possibilité qui est toujours donnée aux oppositions, dans ces cas-là, de déposer une motion de censure. Et il y aura probablement, plus que probablement, certainement, une motion de censure qui sera déposée au moment du budget. Donc il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Pour le moment, les lignes rouges, puisqu'on parle de lignes rouges un peu partout, on va en parler avec notre invité, des lignes rouges en Russie, mais même en France, c'est dire le climat de guerre civile que nous vivons, il y a des lignes rouges aussi, chacun a ses lignes rouges. Donc les lignes rouges du Rassemblement national, semble-t-il, sur le budget, c'est l'absence de hausse d'impôts. Ce genre de choses-là. Bon. Mais comment peut-on, avec 3 000 milliards de dettes, 6 000 milliards si on compte les régimes sociaux, plus de 1 000 milliards en 7 ans avec nos Mozart de la finance, de dettes supplémentaires, comment peut-on imposer, c'est pour ça que je parlais de M. Pignon, je suis désolé de le dire, malgré tout le respect que je dois au Premier ministre, comment est-ce possible pour un Premier ministre de s'en sortir sans un minimum de hausse fiscale? Mais c'est absolument... Alors évidemment, on va dire, ça ne se retrouvera pas dans la fiscalité parce que ça va faire baisser l'activité. Et donc, en fait, s'il pense récupérer 30 milliards, en fait, il en aura peut-être que 10. Donc, au lieu d'avoir un coefficient multiplicateur keynésien, on a un coefficient diviseur aujourd'hui. Mais c'est dire la situation réelle de notre économie qui est à milieu de ce qu'on nous raconte. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'inflation, tout va bien. Tout va bien. C'est formidable. Ouais. Alors, donc, et je n'ai pas le droit de parler de ma belle de Morteau. Vous me privez d'Annie Genevard. Je termine juste sur Annie Genevard. Non, garde pour la semaine prochaine. Non, 2 petits mots sur Annie Genevard, sur ma belle de Morteau, qui était pressentie au ministère de l'Éducation nationale. Et qui a accepté. L'agriculture. On verra encore. On verra. Finalement, ça peut changer. Ce sera l'agriculture. Ça peut changer encore, Nicolas. Soyez prêts au changement. On verra. Mais en tout cas, Annie Genevard, je la sens bien. Le seul qui a refusé, et pourtant c'est lui qui a mis LR, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire LR, dans cette galère, c'est Vauquier. Ouais. Vauquier, c'est un peu comme le capitaine. Ah oui, bon allez-y, mais finalement, ça s'appelle comment, le Titanic? Non, finalement, non, j'étais pressenti pour en être le capitaine. Non, je n'irai pas. Il n'a pas voulu aller à Bercy. Ouais. Il a eu raison. L'avenir le dira, ma chère Lara. Bon, on continue tout de suite avec la fin de cette revue de presse. Un petit bobino. Et notre invité qui est déjà là, Régis Le Sommier. Partez pas, nos auditeurs, ça va être très intéressant. À Radio Courtoisie, c'est une priorité numéro 1. Si vous ne voulez pas que votre argent... C'est défiscalisé de toute façon, en plus. Alors voilà, mais même, je dirais, l'intérêt majeur. Si vous ne voulez pas que votre argent aille aller au hasard, par exemple... France Info. Ou aux cérémonies des JO. Cet argent, puisque le Puy du Fou, quelle horreur, c'est excédentaire. Donc autant dépenser beaucoup d'argent
à fond perdu, dont 1,4 milliard pour essayer d'assainir la Seine, mais on attend encore de pouvoir s'y baigner. Donc si vous voulez flécher en quelque sorte vos impôts, le meilleur moyen c'est de donner à ceux que vous voulez aider, dont évidemment votre radio préférée, Radio Courtoisie. Reporter, c'est ce que j'aime. Le véritable grand reporter. Mais moi, c'est ce que j'aime. Quand on est confronté aujourd'hui à tout un tas de toutologues, des gens qui savent tout sur tout, je pianote sur mon téléphone portable, expert de cave, iPhone dernier cri, et hop, je copie et je répète ce que mon constitutionnaliste de plateau a pu dire, et il a dit il en connaît un rayon dans la matière. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc je préfère des gens qui connaissent le terrain. Quand Régis Le Sommier parle du Proche-Orient, il sait de quoi il parle. Quand il parle, on va lui faire parler aussi sur la Russie, l'Ukraine, jusqu'au dernier Ukrainien. C'est le seul qui est allé des deux côtés du front. Le seul journaliste grand reporter qui est allé d'abord côté ukrainien et ensuite côté russe. C'est inédit, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, dans les guerres actuelles, vous êtes journaliste que d'un côté et pas de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les accréditations des deux côtés. Ouais. Non, impossible. C'est nouveau aussi, ça n'existait pas avant. Alors en tout cas, c'est ancien rédacteur en chef adjoint aussi de Paris Match. Aujourd'hui, il officie principalement sur son média Omerta. Exactement. Donc il est un des fondateurs et en tout cas le directeur général, je crois, aujourd'hui. Il nous le dira plus précisément peut-être. Bonjour Régis Le Sommier, bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas. Régis, donc je pense que l'actualité internationale est particulièrement riche. Peut-être pourrions-nous débuter aujourd'hui avec le Proche-Orient, avant de revenir peut-être éventuellement sur ce qui se passe en Russie, peut-être évoquer aussi ensemble, parce qu'on avait parlé de vos expériences Ukraine, Proche-Orient, mais aussi de correspondants pendant de très nombreuses années aux États-Unis. Vous avez suivi même d'ailleurs, et vous avez pu interroger des présidents américains, donc évidemment votre expertise sur la campagne actuelle qui se déroule entre Trump et Harris nous intéresse aussi au premier chef. Peut-être commencer par la situation au Proche-Orient. On disait en introduction qu'on avait eu l'impression de vivre un épisode de Black Mirror, pratiquement, avec ces explosions simultanées de talkie-walkie. Il y a une montée des tensions. Est-ce que aujourd'hui la guerre, finalement, entre Israël et Hezbollah est devenue inéluctable ? Alors, d'abord, il faut signaler que la guerre entre Israël et le Hezbollah, quelque part, elle existe de façon larvée, mais beaucoup plus intense que jamais depuis 2006. Pour préciser à nos auditeurs, 2006, c'était la dernière intervention d'Israël au Liban Sud contre le Hezbollah, justement. Et donc là, depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis les attaques terroristes du Hamas au sud d'Israël, le Hezbollah est venu en soutien au Hamas dans cette guerre et donc a déclenché une série de frappes qui ont contraint Israël à déplacer, et c'est très important, une partie de sa population à l'éloigner de sa frontière nord et du côté libanais, donc la frontière sud du Liban, un certain nombre d'individus aussi ont été déplacés. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de no man's land dans lequel il y a des activités militaires depuis le 7 octobre. Rappelez que hors des frappes et hors de cette affaire des pagers et des talkie-walkie, le Hezbollah a perdu environ 500 combattants dans des activités militaires depuis le 7 octobre. Donc, effectivement, il y a eu un autre front qui s'est ouvert, mais qui reste contraint à des dispositions, c'est-à-dire qu'Israël frappe en général avec son aviation, et on l'a vu hier de façon assez spectaculaire, au sud de Beyrouth, dans la banlieue d'Arki, qui est le fief du Hezbollah, où la chasse israélienne a éliminé une dizaine de commandants du Hezbollah, et dont un très important. Et depuis, donc Israël agit de cette façon. Israël bombarde un certain nombre d'objectifs, et le Hezbollah réplique, ou en tout cas, lui aussi a une puissance de feu colossale. Rappelez aussi que le Hezbollah, par rapport à 2006, est une force qui n'a rien à voir avec celle qu'Israël avait affrontée
en 2006. On le dit pas souvent, mais le Hezbollah est l'artisan principal, on va dire, avec l'appui des Russes, des victoires de Bachar el-Assad on va dire, à partir de 2013, qui a permis véritablement à la Syrie de reconquérir, au gouvernement syrien, de reconquérir l'ensemble ou une grosse partie, 80%, 90% de son territoire. Le Hezbollah est... Donc contre le Daesh, on est bien d'accord. Contre Daesh, contre Al-Nusra, contre un certain nombre de groupes djihadistes. Le Hezbollah est intervenu d'abord à Koussaïr, le Hezbollah est intervenu à Palmyre, il est intervenu énormément à Alep, également pendant la bataille d'Alep. Et donc, fatalement, aujourd'hui, ce Hezbollah, et en particulier son unité d'élite Al-Ridwan, qui a été frappé par les Israéliens directement, oui, dont le chef a été éliminé hier, Ibrahim Hakin a été éliminé hier. Al-Ridwan est une force qui a été à l'offensive, qui a monté des opérations, qui a reconquis des villes. Donc ça n'a plus rien à voir avec le Hezbollah de 2006. Vous savez, quand on en parle, on en entend parler comme ça, on a toujours l'impression que c'est, oui, le Hezbollah est au Liban, Israël, bon, voilà, et ils se font face. Non, non, le Hezbollah a pris une dimension internationale absolument conséquente. Le Hezbollah est une force imbriquée dans les milices chiites en Irak. C'est une force qui a des capacités, qui a fourni du conseil aux miliciens houthis dans leur guerre contre l'Arabie saoudite. Et puis, c'est une force qui travaille main dans la main avec les gardiens de la révolution iranienne, dont d'ailleurs la structure est calquée. Ce sont vraiment des groupes frères qui fonctionnent dans la même nébuleuse. Donc on est face à un potentiel militaire, notamment en termes de missiles et de missiles balistiques, qui a une énorme capacité. Moi j'ai tendance à dire que le Hezbollah c'est le Hamas puissance 10. Donc c'est pas le Hamas à mobilette, le petit assaillant à mobilette qui arrive sur une rave party, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, on voit bien que le Hamas a encore il a des capacités de frappe et de résistance extraordinaires, ouais. mais le Hamas est plus dans une conception, on va dire, de guérilla plus traditionnelle. Ouais. Le Hezbollah est devenu une force multiple, avec des capacités d'action dans différents domaines, et une force surtout qui est capable de monter des opérations offensives. Et c'est là où il y avait un risque pour la population israélienne au nord du pays, et c'est pour ça que cette population a été déplacée. Oui. Alors Netanyahou nous a averti qu'ils entendaient à ce que ces gens regagnent leur territoire, et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut repousser les capacités militaires du Hezbollah. Il y a une rivière qui s'appelle la rivière Litani, et en fait l'idée des Israéliens, c'est de libérer ou de faire que cette zone devienne une sorte de no man's land, à partir duquel le Hezbollah ne puisse pas frapper le nord d'Israël. C'est ça l'objectif des Israéliens, avec le risque d'envoyer des troupes sur place, parce que là, on n'est plus du tout dans une configuration où on peut frapper le Hezbollah en profitant de ses faiblesses, on l'a vu du point de vue électronique, de la guerre électronique ou de la guerre des communications, parce que les appareils piégés étaient les appareils favoris qu'utilisait le Hezbollah. Vous savez, les talkie-walkie, Motorola avait une capacité pratiquement un jour sans recharger la batterie. Donc, si vous voulez, pour les combattants, c'est extrêmement pratique d'avoir ce type d'équipement. Et puis, pour signaler ou pour communiquer avec les combattants dans la vie civile, vous aviez ces pagers qui permettaient d'envoyer des messages. Et apparemment, c'est un message supposé d'un commandement du Hezbollah qui a déclenché, donc un faux message évidemment, qui a déclenché les explosions qui ont tué environ une cinquantaine de combattants et blessé des milliers de personnes. On connaît le mode opératoire aujourd'hui de cette opération, comment de façon simultanée toutes ces explosions, est-ce qu'ils étaient piégés avec un explosif à l'intérieur de chaque beeper et de chaque talkie-walkie ? Ce que j'ai compris, oui, il s'agissait de stocks qui ont été conçus justement avec cette charge, enfin en tout cas au moment de la conception, ou à un moment, au moment de la chaîne entre la conception et l'acheminement dans le pays du stock de mobiles, enfin de ces appareils, eh bien la charge a été placée. On ne sait pas exactement quand, on sait que c'est en Europe, peut-être. Voilà, on a parlé de la Hongrie. Mais voilà, Régis, j'ai une information comme quoi, vous voyez, l'hôpital américain de Beyrouth, les médecins utilisaient ces beepers.
et ils ont été retirés aux médecins à 2-3 jours de l'attaque. Sans raison, enfin, on leur a dit ça va être remplacé. Donc ça veut dire que ces médecins-là, qui ne sont pas des combattants des Hezbollah, étaient en possession de beepers qui pouvaient être piégés par cette attaque. Donc ça veut dire aussi que dans le lot de gens qui sont, qui sont blessés ou morts, il n'y a pas que les combattants des Hezbollah. Il y a aussi des enfants. Ça veut dire aussi peut-être que cette attaque-là, elle n'est pas totalement sur le matériel piégé, mais sur plutôt autre chose piégé. Je ne sais pas, le signal qui... j'ai un doute sur justement le matériel piégé à cause de ces histoires d'hôpital américain à Beyrouth. Écoutez, moi, je n'ai pas cette information, mais je vous crois volontiers. Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de personnes aussi possédant ces pagers, notamment, pas tellement les Toki, parce que les Toki étaient vraiment à des membres du Hezbollah, on va dire. Un certain nombre de personnes ont vu leur pager exploser, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le Hezbollah. Donc, il n'y a pas... Oui. La vraie question, c'est combien de temps ce stock est arrivé, depuis combien de temps ce stock est arrivé, quand était-il piégé, a-t-il été distribué uniquement à des combattants du Hezbollah ou au contraire a-t-il été revendu par certains dans des distributeurs. Il y a des distributeurs d'électronique à Beyrouth qui ont sauté, dont les magasins ont sauté. Donc si vous voulez, voilà, c'est tout le problème de cette opération. Et je trouve d'ailleurs un petit peu, on va dire un petit peu dérangeant que certains médias en effet une éloge. Alors on peut expliquer que une fascination, une forme de fascination. Mais on peut reconnaître la prouesse en termes de guerre moderne et en effet qui utilise d'ailleurs un objet qui est un peu archaïque, mais qui est très utilisé par le Hezbollah parce que justement non détectable. Ah oui, ça passe sous les radars. Portables. Ouais. Donc si vous voulez, il y a un jeu permanent. Vous savez, je vais vous raconter une histoire juste pour. Vous savez comment Ben Laden a été repéré? Ben Laden, pendant 10 ans, a fait une cavale après Tora Bora. Il a été éliminé en 2001. Il a été éliminé en mai 2011. Il évitait, en tout cas, il évitait les téléphones portables, satellitaires et autres, je suppose, pour éviter d'être repéré. Tout à fait, justement. Et le problème de Ben Laden, c'est qu'en évitant justement cette surveillance et en relayant sa communication avec Al-Qaïda par des courtiers, en fait, qui étaient mandatés par lui, qui, eux, utilisaient des téléphones, mais dans des villes loin de l'endroit où ils se trouvaient, eh bien, Ben Laden a pu échapper à la surveillance. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il s'est établi dans une villa à Abbottabad, donc au Pakistan, à côté de l'académie militaire pakistanaise. Bon, ça fait beaucoup de fantasmes sur le fait qu'il se trouvait juste à côté. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette villa était suffisamment conséquente. Il y avait ses femmes, il y avait une partie de ses enfants qui vivaient dedans. Elle était trop importante et quand la CIA s'est intéressée à cet endroit, a eu un tuyau comme quoi Ben Laden pourrait s'y trouver, eh bien, ils ont repéré cette maison parce que cette maison n'était pas connectée. Toutes les maisons des alentours étaient connectées, mais celle-là, qui était grande, n'avait pas de connexion. Donc, ils se sont dit, c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de connexion dans cette maison. Et c'est ce qui a attiré la suspicion. Donc, vous voyez, l'absence de communication, l'absence de connexion au monde digital dans lequel nous nous trouvons peut aussi être un indice qui indique votre identité. Voilà. C'est en creux, voilà. C'est en creux qu'ils s'en sont rendus compte et non en plein. Vous disiez tout à l'heure qu'ils avaient acquis, le Hezbollah, une puissance en matière de missiles balistiques. J'aimerais que vous précisiez, parce que, à ma connaissance, ce que j'avais compris, certainement très désinformé, mais quand même, je croyais qu'il y avait un dôme de fer absolument infranchissable, voilà, au niveau israélien, et de l'autre côté, des petites roquettes qui étaient tirées, certes, de façon conséquente, mais de là à parler de missiles balistiques, alors je ne parlerai même pas des hypersoniques, hyper véloces, comme on dit sur Radio Courtoisie, d'Iran, mais là, des missiles balistiques, c'est-à-dire qu'ils sont détenteurs de ce type de technologie, le Hezbollah, aujourd'hui. Oui, absolument. Comme j'expliquais tout à l'heure, la connexion entre le Hezbollah et le IRGC, les gardiens de la révolution iranienne, est totale. C'est des deux groupes qui travaillent main dans la main, qui ont d'ailleurs la même configuration pour ce qui est de la frappe d'hier et de l'élimination d'Ibrahim Akil.
on est dans ce qu'on appelle Al-Ridwan. Al-Ridwan, c'est l'unité d'élite du Hezbollah. L'unité d'élite du Hezbollah, comme les gardiens de la révolution en Iran, c'est une unité qui possède ses casernes propres, possède son matériel, qui est une sorte d'État dans l'État du Hezbollah. Ouais. Vous voyez, donc ils ont tout à fait la même configuration. Et au-delà de ça, ils ont évidemment la main sur l'opération des missiles et leur fabrication. D'ailleurs, ils en ont énormément. Ils ont beaucoup accentué, comme les gardiens de la révolution iranienne, la fabrication de ces missiles. Et ces missiles, ils se trouvent où? Ils se trouvent tout simplement au cœur des montagnes. Vous savez, le Liban comme l'Iran sont dotés de chaînes de montagnes très impressionnantes dans lesquelles le Hezbollah a creusé des cavités, a creusé des kilomètres de tunnels. C'est des spécialistes du tunnel. Vous savez, on parle du Hamas, on parle des tunnels, mais le Hezbollah, c'est 30 mètres en dessous. D'ailleurs, au Liban Sud, c'est aussi un problème pour l'armée israélienne si elle veut y retourner, c'est que le Hezbollah possède des tunnels, des réseaux de tunnels absolument gigantesques, encore plus importants que ceux du Hamas. Donc, c'est eux qui ont tout inventé là-dedans, c'est eux qui ont inventé la guérilla moderne, c'est eux qui ont inventé les IED, vous savez, ces bombes qu'on met sous les routes, et puis le véhicule passe et il explose. Sans qu'une charge détonée à distance. Ça, c'est le Hezbollah qui a inventé ça au moment de la présence de l'armée israélienne du Liban Sud, et l'armée israélienne a fini par se retirer du Liban Sud, ce qui a été consacré comme une victoire du Hezbollah et qui a fait sa légende au-delà même de la simple communauté monde chiite, dans le monde sunnite. Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah, est respecté pour avoir fait reculer les Israéliens. Vous savez, quand on est au Liban, d'ailleurs, quand vous parlez aux gens, vous ne dites pas le Hezbollah, vous dites la résistance. Entre eux, c'est la résistance. Donc, non, mais c'est important parce que, si vous voulez, quand on entend parler du Hezbollah, on a toujours tendance à dire, oui, c'est une espèce de groupe, un peu comme Daesh, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une émanation du monde chiite qui correspond environ à 30% de la population au Liban. Donc, c'est des gens qui contrôlent une partie du Parlement, dont le chef du Parlement, d'ailleurs, est un membre du Hezbollah. Donc, il y a une dimension politique et évidemment, il y a cette dimension militaire absolument gigantesque. Et donc, attention, voilà, ce que je voulais vous dire sur la question des missiles balistiques, c'est que ces missiles balistiques qui sont au cœur des montagnes, extrêmement difficiles à atteindre par des frappes conventionnelles ou même par l'aviation israélienne qui tente évidemment régulièrement de taper ses objectifs, mais c'est pas facile. Après, il y a toute une batterie de missiles, mais on est très loin des vieux Katyusha, on est très loin de ce type de missiles qui étaient utilisés autrefois. Même des Là, Scud. on est arrivé face à des gens, et pour citer un responsable iranien récemment, il disait à un journaliste américain, on fabrique des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. Sous-entendu, on en a des centaines de milliers, et c'est la vérité. Regardez, là aussi, pourquoi il y a une hésitation de la part d'Israël aussi à aller au-delà, c'est que l'Iran c'est une nation d'ingénieurs, l'Iran. Oui. Ce n'est pas des gens à qui il faut prendre à la légère. On l'a bien vu avec la guerre en Ukraine. Ils fournissent d'ailleurs aujourd'hui, ils ont fourni aux Russes des missiles balistiques. C'est vrai, ça Est-ce que vous confirmez cet aspect-là ? Oui, enfin, en tout cas, c'est en tractation. Est-ce qu'ils ont été livrés, en tout cas, Poutine et comment l'état-major russe l'a confirmé. Et ce qui se passe, c'est la suite un petit peu de l'arrivée sur le champ de bataille des fameux drones Shahid, de conception iranienne revisitée par les ingénieurs russes, qu'on appelle aujourd'hui les Goran 2. Et les Goran 2 ont fait des ravages incroyables dans le système électrique ukrainien. Ça a été ce qu'on a appelé presque un game changer, c'est-à-dire qu'à l'automne 2022, au moment où les Russes se retirent de Kherson, ils vont frapper massivement toute l'infrastructure électrique ukrainienne grâce justement à la technologie iranienne. Donc attention, on n'est pas face à des gens qui sont entre guillemets c'est pas une guérilla avec des types en claquettes et des kalachnikovs. Voilà. Quel est le pacte entre la Russie et l'Iran ? On dit au moins, en tout cas, des moyens anti-aériens où les Russes sont passés maîtres, qui seraient livrés en échange justement et de ces drones et maintenant de ces missiles balistiques. Et ce qui fait le plus peur à l'Occident, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, ça serait un pacte nucléaire entre la Russie et l'Iran.
Alors, c'est très difficile à dire. Vous savez, dans cette guerre, il y a énormément d'intox. Oui. Moi, j'attirerais enfin, je conseillerais à nos auditeurs de regarder à chaque fois qu'une information. Vous savez, par exemple, on a beaucoup parlé donc d'Ibrahim Akil depuis hier, éliminé par Tsahal. On a parlé de Fouad Choukar aussi le mois dernier, en juillet, qui était l'un des bras droits et des commandants historiques du Hezbollah, comme éliminés. Et immédiatement, on les lie tous les deux à l'affaire de l'immeuble Drakkar, où les Français ont perdu une cinquantaine d'hommes et les Américains en ont perdu plus de 200. Comme pour un petit peu, c'est des infos qui sont d'ici là. On a l'impression qu'à chaque fois qu'un représentant du Hezbollah est éliminé par Israël, il faut rajouter ça pour rendre la chose acceptable et pour dire, vous voyez, on a les mêmes ennemis. Donc attention aussi à ces manipulations. Je ne doute pas que Fouad Choukar a eu son mot à dire à l'époque du Drakkar. Ça, c'est probable. Ibrahim Akil, je n'en sais rien. Et voilà. Et donc, être très prudent sur l'interprétation. Là, effectivement, de dire que la Russie va permettre à l'Iran d'obtenir l'arme atomique, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi de la propagande pour dire attention, il faudrait peut-être attaquer l'Iran. Et on sait qu'il y a des gens qui ont envie d'attaquer l'Iran. Donc, il faut vraiment être très prudent entre les rumeurs, les possibilités, les interprétations. Et puis, vous savez, il y a des gens qui font des interprétations parce que ce sont des experts et qui s'interrogent sur ce qui peut se passer. Puis, vous avez aussi parmi ces experts des gens qui ne sont pas tout à fait des experts, qui sont payés par d'autres et qui ont une narration à imposer et qui vont vous expliquer ce qui va se passer. Alors, attention, prenons toujours du recul. C'est toujours difficile de savoir qui fait quoi. C'est toujours difficile de savoir quels ont été, selon toute vraisemblance, quel a été le résultat des frappes, etc. Tout ça, c'est à mettre entre parenthèses pour prendre plusieurs sources de plusieurs camps. Si le Hezbollah dit oui, nous avons perdu un leader, c'est clair, bon, ils l'admettent. Maintenant, oui, des dizaines ont été tués, etc. Ça, c'est toujours une rhétorique inflammatoire au Moyen-Orient. On l'entend régulièrement. Les frappes de même qu'en retour, quand le Hezbollah a perdu Fouad Choukar, il y a eu une riposte à Beyrouth, c'était comment les Israéliens ont payé. Bon, en réalité, beaucoup de ces missiles ont été interceptés par le dôme qui protège Israël et peu sont arrivés sur leur cible. Donc la vraie question, elle est là. Attention, il y a toujours la posture et surtout les notions de victoire, par exemple, les notions de défaite ne sont pas les mêmes que chez nous. Au Moyen-Orient, la notion de victoire, par exemple, quand on dit le Hezbollah a vaincu l'armée israélienne au Liban Sud, c'est pas vrai. L'armée israélienne s'est retirée du Liban Sud et le Hezbollah en a fait une victoire. Mais bien souvent, pour ces groupes armés, une victoire contre un ennemi supérieur, qui est évidemment l'armée israélienne, c'est simplement résister. Résister, c'est une victoire. Donner son sang, c'est une victoire. Il y a aussi la notion de martyr qui est omniprésente, c'est-à-dire qu'on accepte le martyr de Dieu. C'est pas nous qui nous sacrifions, c'est Dieu qui accepte que nous nous sacrifions. Donc attention à ces notions qui surplacent la perte d'un combattant, c'est une gloire aussi. Alors évidemment, au niveau opérationnel, c'est problématique, ça peut être problématique, surtout si le type a des compétences. Mais ce qu'on remarque, c'est que le Hezbollah, qui est aussi un groupe djihadiste dans sa façon de fonctionner, dans son rapport aux religieux, fonctionne aussi comme les autres groupes djihadistes, c'est-à-dire qu'un combattant peut être remplacé par un autre le lendemain et que l'éradication totale est bien souvent illusoire, et on le voit avec le Hamas aujourd'hui. L'objectif d'éradiquer le Hamas émis par Benjamin Netanyahou au soir du 7 octobre ne s'est toujours pas matérialisé. Beaucoup en Israël en sont conscients, y compris des cadres militaires qui l'ont mentionné. On n'éradique pas une idéologie, et ça, c'est un vrai problème pour la suite de cette guerre. La guerre sainte. Lara. Régis, j'avais une question. Nos plateaux télévision, nos experts de plateau nous avaient raconté, lorsque le président Raïssi a été tué dans un accident d'hélicoptère, que les hélicoptères étaient tellement vétustes datant de la Seconde Guerre mondiale, que les Iraniens n'ont plus rien à cause des sanctions et qu'ils n'arrivent même pas à bricoler correctement, enfin déplacer leur président correctement. Comment, à côté de ça, poser des missiles balistiques, voire des hypersoniques fournis à la Russie pour gagner la guerre en Ukraine et créer une espèce d'agenda mondial, aussi, surtout d'après les Américains. Une forme de bouleversement mondial
Trump qui dit maintenant qu'il faut frapper la Russie en profondeur en réponse à ces... Ah oui. Enfin, je ne comprends pas à qui ment et jusqu'où. Est-ce que tout le monde ment tout le temps et à tout le monde? Est-ce qu'on est arrivé à ça? Non, je crois que sur l'hélicoptère qui avait été utilisé par le premier président iranien, il n'y avait pas de... j'ai pas le souvenir qu'on ait dit qu'il était extrêmement vétuste. Si, on a dit, il était Oui, vétuste. si. C'était ils avaient montré des images d'archives avec un hélicoptère, truc voilà, en cuir derrière, quasiment craquelé, etc. Enfin, c'était voilà, ça montrait un Iran incapable même de fournir un hélicoptère digne de son nom à son président. Bah, écoutez, voilà, vous me prenez un peu à défaut. Je n'ai pas cette information. J'avais travaillé un peu sur ce qui s'était passé. Ce qui était très curieux, c'est que plusieurs témoins dans les deux autres hélicoptères, parce que les hélicoptères en fait de la délégation iranienne étaient au nombre de 3, avaient raconté n'avoir pas rencontré de difficultés de conditions météorologiques particulièrement exécrables sur la route. Or, on nous a dit que l'hélicoptère du président s'était égaré à cause justement du mauvais temps. Voilà, moi j'ai pas les détails. Si vous voulez, j'aime bien parler quand j'ai les détails. Mais un hélicoptère qui se crache, vous savez, le mois dernier, les Marines américains, malgré leur puissance, ont perdu un hélicoptère du côté de San Diego avec une dizaine d'hommes à bord. Bon, le problème de l'hélicoptère, c'est que parfois ça peut se cracher, qu'il soit extrêmement, incroyablement sophistiqué ou qu'il soit vétuste. Vous avez des hélicoptères vétustes. Moi, j'en ai pris en Afghanistan des Mi de l'époque soviétique qui fonctionnent encore très bien. J'ai aussi circulé à bord d'hélicoptères des Marines, des CH-53, qui remontant à l'époque de la guerre du Vietnam, j'étais en dessous du rotor et pendant tout le trajet, je me prenais de l'huile, si vous voulez, sur mon sac. Donc, pour vous dire, le truc était quand même substantiellement vétuste et il continuait à être en opération en Afghanistan. Donc, voilà, l'hélico, si c'est bien entretenu, si le moteur est bien entretenu, il n'y aura pas de problème et ça peut durer des dizaines d'années. Donc, je ne pense pas qu'on puisse baser les compétences sur... alors après, il peut toujours y avoir une tentative de sabotage. On ne sait pas très bien. Cette histoire de Raisi, elle est très obscure. Oui. Certains ont même dit peut-être qu'il avait un beeper aussi, qu'on aurait fait sauter le beeper. Vous savez, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça déclenche des fantasmes et qu'au final, on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations. Avant de passer peut-être à ce qui se passe à l'est de l'Europe, est-ce que vous définissez finalement une série d'escarmouches entre Israël, le Hezbollah... non, c'est pas des... Quand il y a 500 morts, c'est pas des escarmouches. Hein. En tout cas... Non, il y a des bases israéliennes ont été détruites, les bases du Hezbollah ont été détruites par Israël. Non, il y a eu des tentatives d'incursion. On n'est pas dans une opération de déploiement de forces armées sur le territoire de l'ennemi. Donc au Liban, en l'occurrence. Voilà. Ou en Israël, si le Hezbollah tentait de tenter un coup. Mais le Hezbollah a fait péter des drones. Mais est-ce que ça, c'est envisageable? C'est pour ça que je parlais escarmouche. C'est-à-dire que je veux dire, en tout cas, on était sur des combats plutôt aériens ou liés à des missiles ou contre-missiles. Mais est-ce qu'on pourrait envisager, parce que c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, Israël ne va pas tenter... Ils ont obtenu, disent-ils, ce qu'ils ont voulu à Gaza, c'est-à-dire démembrer le Hamas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Est-ce qu'il pourrait à nouveau, il pourrait y avoir une énième intervention israélienne au Liban? Mais c'est possible. Mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est reprenez le Hezbollah de 2006 et celui d'avant les années 2000. Vous avez une force constituée redoutable, qui est très efficace dans un cadre de guérilla, qui est habituée à lutter chez elle. Et puis le Hezbollah de 2024, où se sont écoulés 10 ans de guerre en Syrie, s'est écoulée la guerre au Yémen, s'est écoulée la guerre contre Daesh en Irak, et fort de ces expériences-là, le Hezbollah auquel Israël fait face aujourd'hui est un Hezbollah fait de combattants qui ont combattu. C'est-à-dire, on n'est pas dans une génération qui a connu l'époque glorieuse où Nasrallah a, entre guillemets, chassé les Israéliens du Liban Sud. On est avec des troupes, avec des cadres qui ont mené des assauts
contre des positions djihadistes armées en Syrie, qui ont reconquis. Je veux dire, le Hezbollah, il a été responsable sur l'opération d'Alep. La guerre à Alep, elle a duré 4 ans. Mais sur sa phase finale, où le gouvernement syrien a repris la totalité de la ville et a chassé les rebelles dans la dernière province de Syrie qui est à l'ouest, qui s'appelle Idlib, le Hezbollah a eu un rôle déterminant. Le Hezbollah, par exemple, a plusieurs fois, quand le siège de l'est d'Alep avait été brisé par les rebelles, c'est que les rebelles étaient parvenus à percer les lignes gouvernementales, eh bien c'est le Hezbollah qui a replacé ce siège. Donc c'est une unité qu'on utilisait, et en particulier Al-Redouane, c'est une unité qu'on utilisait en mode pompier, c'est-à-dire que elle encadrait véritablement l'armée israélienne, et je dirais même plus loin, je dirais que d'une armée monolithique très post-soviétique qui était l'armée syrienne, le Hezbollah a donné à l'armée syrienne une capacité à transformer l'armée syrienne en une force beaucoup plus mobile, avec des unités beaucoup plus petites, avec une capacité d'intervention, je dirais, plus grande et plus rapide. Et ça, c'est le Hezbollah qui a façonné l'armée syrienne. Donc, si vous voulez, l'expérience militaire qu'il a acquis à ce moment-là face à des djihadistes qui, eux aussi, n'étaient pas des perdreaux de l'année et qui savaient se battre, des gens qui avaient fait déjà le djihad et qu'on retrouvait dans les quartiers de Damas, qu'on retrouvait à Homs, qu'on retrouvait à Alep, le Hezbollah a eu ces gens-là face à lui. Donc, il a combattu une force extraordinaire et sur une durée très longue. Aujourd'hui, si vous voulez, pour Israël, retourner au Liban Sud, ça veut dire faire face à ces hommes. Voilà, faire face à des gens qui ont monté des assauts, sont capables de prendre des positions de défense, sont capables aussi de revenir dans une configuration de guérilla avec des bombes, avec des attentats, avec une dissimulation totale dans la population, parce que là aussi, c'est une capacité qu'ont ces groupes. Le Hezbollah, c'est un groupe endémique du Liban, c'est pas un groupe étranger. Souvent, on dit oui, effectivement, oui, ils sont alignés avec l'Iran, certes, mais ça reste des Arabes libanais. Et ils ont cette capacité, justement, à se fondre et à puiser d'ailleurs leurs forces, comme le Hamas à Gaza, dans la population chiite au Liban, qui représente quasiment 30%. Voilà. De la population totale. Juste, il reste une petite quinzaine plutôt de minutes. On a fait le gros du dossier sur, en effet, le Proche-Orient. J'aimerais vous interroger rapidement sur 2 autres sujets. La situation en Russie, en Ukraine, et puis les élections américaines. Sur la situation entre l'OTAN, finalement, l'Ukraine et la Russie. On a l'impression que si, ce qu'on avait dit en introduction, les objectifs de guerre n'ont pas changé du côté de la Russie de Poutine, démilitarisation, dénazification, refus de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, autant de l'autre côté, justement, il y a une hésitation au sein même de l'État profond américain. On entend Jack Sullivan intervenir, le Pentagone semble-t-il modéré derrière, et puis le secrétariat d'État aussi se mettre de la partie avec un président que l'on ne voit plus et une vice-présidente qui est engagée dans une campagne présidentielle. En Europe, finalement, des désaccords indéniables. Enfin, à mon avis, la position de l'Allemagne n'est plus la même que celle d'un certain nombre de ses partenaires européens vis-à-vis de l'Ukraine, et on peut le comprendre pourquoi. Est-ce que on a l'impression qu'on est à la croisée des chemins en Europe de l'Est, entre d'un côté le risque d'une escalade, avec par exemple l'autorisation de frapper dans la profondeur, même si semble-t-il ils ont reculé au dernier moment sur le territoire russe, avec du matériel qui aurait été débridé, que ce soit des Scalp ou des Storm Shadow anglais ou français, ou bien aller vers, si ce n'est la paix, en tout cas un cessez-le-feu, alors avec une solution où d'évidence il n'y a pas d'accord non plus entre les belligérants, soit une solution à la coréenne et encore plus précaire, c'est ce qu'espèrent peut-être l'OTAN et l'Europe, et puis inversement quelque chose de beaucoup plus pérenne, avec aussi un retrait des sanctions économiques pour la Russie de Poutine. On est à la croisée des chemins, comment vous voyez les choses évoluer ? Écoutez, moi je ne vois pas d'évolution majeure avant l'élection américaine, c'est-à-dire avant le 5 novembre, qu'on sache qui sera le prochain président américain, parce que si c'est Trump ou si c'est Harris, ça change beaucoup de choses. Ouais. Trump a promis à plusieurs reprises, on a même fait un argument de campagne, de terminer la guerre en Ukraine. C'est le cas aussi de son colistier J.D. Vance, qui est très offensive, qui avait refusé d'ailleurs
de voter donc au Congrès le dernier pacte d'aide des États-Unis à l'Ukraine, et donc on est face à un bloc, on va dire républicain, si on accepte Lindsey Graham et quelques schpokons, on va dire, interventionnistes assez classiques qui restent du côté républicain. Eh bien, tous les autres sont partis du côté de Harris, puisque on a assisté au ralliement de Dick Cheney, de John Bolton, enfin, bref, tous les néoconservateurs, nationalistes américains, ultra et interventionnistes sont du côté d'Harris, et les autres sont du côté de Trump. Donc ça, il y a une sorte de clarification qui aura un impact évident sur le reste de la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'avant cette décision-là, avant cette décision des Américains, eh bien, il n'y aura pas d'avancée ni de changement majeur en Ukraine. On sait que les Ukrainiens aimeraient bien profiter de cette période un peu de latence pour pouvoir avancer leurs pions, mais en ont-ils les moyens? Et ça, c'est la vraie question. Vous avez évoqué ces armes, Storm Shadow, Scalp et autres, Attack MC et autres, qui peuvent faire, en fait, pénaliser les Russes, en tout cas les contraindre, en tout cas les placer dans une situation plus délicate, puisque ça permettrait d'éliminer des aérodromes, des stocks de munitions, des stocks d'essence, etc., situés relativement loin. Les Ukrainiens, en fait, si vous voulez, arrivent à le faire. Par 2 fois, ils ont réussi à frapper des régions d'ailleurs pratiquement au nord de Moscou, à faire sauter des dépôts de munitions grâce à des drones. Donc, ils ont cette capacité déjà de frapper dans la profondeur, mais évidemment, des missiles balistiques, des missiles de longue portée leur donneraient un avantage et leur rétabliraient une sorte d'équilibre, mais j'y crois pas à cet équilibre. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de game changer qui va intervenir, ni avec les F-16, ni avec... vous savez, à chaque fois, on en avait déjà parlé pour les tanks, on avait dit, ah ça y est, les léopards, les allemands, Abrams, etc. Ouais. voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que ça devenait que le char aujourd'hui était se planquer beaucoup plus qu'il ne le faisait dans les guerres précédentes. Le char est dissimulé, il sert souvent d'artillerie sur roue. Donc la capacité que le char avait dans les guerres précédentes, là où il n'y avait pas les drones, eh bien, est très diminuée. Les tankistes ukrainiens, j'ai écouté une interview de tankistes ukrainiens il n'y a pas longtemps, ils disent c'est devenu extrêmement rare les combats de chars, char contre char des 2 côtés. Ça n'existe quasiment plus. Ça veut dire que le char est en permanence, très souvent dans des situations où il se dissimule. Donc on est face à un terrain qui a changé, où l'arrivée des drones, en particulier des drones FVP, et des drones kamikazes que les Ukrainiens maîtrisent très très bien, les Russes aussi. Donc on est face à une guerre dont la configuration a changé. Maintenant, sur le terrain en soi, ce qu'on peut noter, c'est que, si vous voulez, les Ukrainiens ont tenté une sorte ça a été un peu leur bataille des Ardennes, je vais dire, en déclenchant cette offensive sur Koursk. D'ailleurs, l'oblast de Koursk. Oui. Voilà, ils se sont emparés, on dirait, en plus, si on regarde historiquement, d'environ 1500, 2000 km² de territoire russe. C'était à peu près ce que l'armée allemande avait reconquis à l'armée américaine et aux forces anglo-canadiennes dans les Ardennes à l'hiver 1944. Donc, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que on s'achemine vers une situation un peu analogue, parce que si les Ukrainiens perdent à Koursk, les Russes ont déclenché une contre-offensive et ont repris du territoire. Si les Ukrainiens perdent à Koursk, eh bien, ça aura fait comme l'armée allemande dans les Ardennes, c'est-à-dire que utiliser du bon matériel, des bonnes troupes pour mener une opération offensive, eh bien, ça avait à l'époque, en 1944, fragilisé l'ensemble du front allemand et facilité l'entrée des Américains en Allemagne. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fragilisé le front du Donbass. Les Russes ont progressé comme jamais ils n'avaient progressé depuis 2 ans. Et je vous donne une information que vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs, parce que évidemment, c'est pas LCI qui va. C'est que l'ensemble des gains territoriaux qui avaient été faits par les Ukrainiens
pendant la contre-offensive de l'été et de l'automne 2023, Oui. officiellement hier, a été complètement réduit à néant par les Russes. Les Russes ont repris tous les territoires qui avaient été hier, lors d'une offensive dans la zone de Vuhledar, à Andrivka. Ils ont repris l'intégralité du territoire qui avait été pris à l'époque par les Ukrainiens. Donc c'est quand même assez significatif de leurs avancées, c'est significatif du fait que le front, notamment, j'ai évoqué la ville de Vuhledar, on parle beaucoup de Pokrovsk, mais Pokrovsk, ça va prendre un petit moment. Au niveau de Vuhledar, on est presque à un effondrement du front sud qui, s'il s'effondre, pourrait permettre aux Russes de reprendre quelques milliers de kilomètres carrés, et donc de faire une poussée significative. La ville de Pokrovsk que j'ai évoquée était aussi importante. Il y aura probablement un rude combat pour la conquérir au mois de octobre-novembre. On ne sait pas très bien, mais si les Russes la conquièrent, eh bien, il faut savoir qu'on parle de géographie. Parce que souvent, on n'en parle pas quand on évoque l'Ukraine. Moi, j'entends jamais parler de géographie sur un plateau de LCI. Eh bien, juste après Pokrovsk, c'est de la plaine. Oui, c'est-à-dire jusqu'au Dniepr, vous n'avez plus de possibilité de faire des configurations de défense. Donc, ça veut dire que ces derniers bastions, forteresses des Ukrainiens dans le Donbass, eh bien, sont les dernières vigies d'une potentielle avancée des Russes jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au centre de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, très bien, on n'entame pas de négociations en ce moment, on veut continuer la guerre, on veut user les Ukrainiens jusqu'au dernier, on veut continuer, mais l'addition, eh bien, elle risque de se faire. Et si Poutine décide de dépasser les frontières administratives du Donbass, pour le moment, il a fixé comme objectif, il a dit notre objectif, c'est de reconquérir le Donbass. Mais on sait très bien qu'après le Donbass, il n'y a plus rien comme défense. Régis Le Sommier, il reste 4 minutes pour nous parler de la campagne américaine, le fameux débat qui a opposé Harris à Trump, et puis les attentats qui se succèdent les uns après les autres. Trump a à la baraka, semble-t-il. Oui, Trump a toujours eu de la chance, hein, vous savez, je raconte souvent une anecdote où il est dans son bureau enfermé, on est en 2016, c'est la journée de l'élection, et puis un par un, les États tombent dans l'escarcelle d'Hillary Clinton, son adversaire. L'Ohio est en train de basculer vers les démocrates. Les prévisions montrent que ça va pas très bien pour Trump du tout. Et comme les sondages dans les semaines qui précédaient cette élection avait dit que Trump allait perdre, eh bien, le staff de Trump lui-même commence à plier ses affaires. Les gens remettent leur truc et Trump est sur son canapé. Il a un Coca-Cola à la main, un Coca-Cola Light, c'est sa boisson préférée, il ne boit jamais d'alcool. Il regarde la télé et il dit attendez, véridique, hein. Il dit it's not over yet. C'est pas encore fini. Et puis progressivement, le compteur revient dans son camp et au milieu de la nuit ou au petit matin, il gagne l'élection. Donc, si vous voulez, voilà, Trump, c'est quelqu'un qui a de la chance. Il a la baraka pour les Américains et pour certains Américains, il a une aura quasi, religieuse aujourd'hui. Il est miraculé, ou en tout cas, il a un très bon ange gardien. Et voilà. Et donc, ça change beaucoup. Alors maintenant, est-ce que ça va lui permettre de gagner l'élection? Rien n'est sûr. On sait que dans certains États, en particulier en ce moment, le vrai État à regarder, c'est la Pennsylvanie, où ça pourrait se jouer à quelques milliers de voix. Donc ça va être très, très chaud. Dans ce qu'on appelle les battlegrounds, il y a 7 battlegrounds, 7 États dans lesquels le combat va vraiment se mener. Et c'est ces 7 États qui vont décider du vainqueur de l'élection, même si, on se rappelle qu'en 2016, Trump n'avait pas gagné le vote populaire. George Bush, en 2000, n'avait pas gagné non plus le vote populaire. Donc, le vote populaire, on peut avoir 51% et perdre l'élection aux États-Unis, il faut le rappeler. Voilà. Ah oui. Mais alors, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des autorisations données à des clandestins, des sans-papiers, de pouvoir voter. Ça s'agite énormément sur ces risques de manipulation électorale. Est-ce que c'est un véritable risque, oui, ou par correspondance, ou avec les machines électroniques, ou bien est-ce que non, on peut quand même raisonnablement espérer que cette élection se déroule dans de bonnes conditions? Écoutez, je pense que du côté de Trump, on a fait les choses pour que si l'élection est truquée, il y ait au moins des signes avant-coureurs et que, en tout cas, qu'il y ait des observateurs des deux camps. Comme il y a cette donne de l'élection truquée est omniprésente dans la campagne,
Trump reconnaissant encore, réinsistant sur le fait qu'en 2020, on lui aurait volé l'élection, même s'il n'y a absolument pas de preuves. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un mantra qu'il répète. Donc, on peut imaginer que cette année, tout ça va être scruté à la loupe, oui. Et que tout ça va demander. Alors, il n'est pas sûr à cause de ça, et si les résultats sont serrés, qu'on ait un vainqueur le soir du 5 novembre. Il est possible qu'encore on attende. On a pris l'habitude aux États-Unis d'attendre un petit moment avant que les résultats de l'élection soient certifiés, ouais. Sauf s'il y a évidemment un vent, ou en tout cas quelque chose qui porte l'un ou l'autre des candidats. Et ça, rien ne peut le déterminer. On est à moins de 50 jours de l'élection. Et donc, tout va se jouer, évidemment, comme souvent, dans les dernières semaines. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Régis Sommier, pour toute cette qualité d'expertise. Je crois qu'on a appris beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lara, après cette émission. Oui, et on a beaucoup de réactions d'auditeurs qui nous félicitent et qui vous remercient, Régis, pour votre présence à notre antenne. Eh ben merci beaucoup Régis Sommier, merci Lara, merci évidemment Arnaud à la technique, Patrice qui a répondu à vos messages et qui nous vient de nous donner les courriels électroniques. On répondra la semaine prochaine. Hein. Exactement, la semaine prochaine Lara, on sera à nouveau présent à 9h avec les mêmes, on recommencera une revue de presse et puis un grand invité. D'ici là, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie. Eh bien, c'est le moment tant attendu dans cette matinée de samedi, un libre journal des controverses. Et c'est évidemment, il est là d'ailleurs, Mike Borowski, que vous allez retrouver tout de suite après une toute petite pause, je crois. Merci. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.